Euh, bonjour, capsule numéro 36. Donc, on enchaîne maintenant avec la suite, en fait, la deuxième partie de la présentation de Marilyn. Donc, on t'écoute. Merci encore une fois. Alors, on va poursuivre avec, en fait, le troisième de mes objectifs des capsules qui était d'identifier la place, comme vous le voyez, de la probabilité de la statistique dans le PFEQ. Donc, je sais que vous avez eu aussi, parce que j'ai aussi visionné certaines des capsules que Mathieu a fait, puis je sais que vous avez passé déjà dans la PDA et le programme de formation pour voir un peu physiquement l'espace ou qu'est-ce qui était qui touchait à la probabilité et la statistique. Donc, je vous remonte ces éléments-là, ceux qui font partie, eux, ce que je vous présente, c'est ce qui est dans le programme, pas nécessairement la PDA. Donc, au niveau de la statistique, vous voyez, ça tient dans cet espace. Et au niveau de la probabilité, un peu le même principe, là, vous avez que c'est pas, ça tient sur à peu près une page. Dans la réalité, concrètement, là, je vous dirais, les enseignantes vont passer, dépendamment, là, dans la réalité, là, c'est des fois 1 ou 2 semaines dans leur planif de l'année, puis c'est souvent plus vers la fin de l'année ou à un moment, en tout cas, c'est souvent gardé pour la fin parce que les élèves semblent trouver ça plus facile. Est-ce qu'ils trouvent ça vraiment plus facile ou c'est qu'ils ne comprennent pas tant tous les concepts que ça sous-tend? Entre autres, je pense, je sais que vous avez aussi beaucoup de capsules, entre autres sur la moyenne. Je ne sais pas si le temps passé permet vraiment aux élèves de comprendre le sens de la moyenne ou si on applique rapidement un petit algorithme, on calcule et c'est terminé. Donc, c'est la même chose. Ça, c'est au primaire. Je vous ai sorti quand même, juste pour que vous le voyez, au secondaire, c'est un peu le même principe. Là, je ne suis pas une experte du secondaire, je n'y ai jamais enseigné, mais on peut voir quand même que ce n'est pas un espace c'est pas un champ mathématique qui prend beaucoup d'espace dans la vie des élèves et qui devrait, bien, je pense, avoir une plus grande place pour plein de raisons. En fait, c'est ce que je m'amenais. Maintenant, pourquoi voyons, pourquoi intervenir en mathématiques dans le domaine des probabilités statistiques? Grande question. Je pourrais vous poser la question. D'après vous, vous avez eu un cours, peut-être vous pourriez me fournir certaines réponses, voir ce que vous avez retenu de votre cours jusqu'à maintenant. Donc, dans mes recherches à moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, puis je pense que ça a été mentionné aussi dans une des capsules, mais ça permet aux élèves de prendre leur place dans la société qui est de plus en plus axée sur des statistiques. Même vous, comme enseignante, vous allez voir, là, c'est les résultats des élèves, puis est-ce qu'ils ont augmenté, est-ce que ça a diminué, est-ce qu'on va vous parler des moyennes de groupe, des résultats. Donc, on est dans une société axée sur les statistiques. Ça va développer leur habileté à raisonner. Ça, je pense que vous avez eu la chance de le vivre vous aussi. Donc, quand on est dans le champ des probabilités statistiques, bien, vous êtes en mesure de travailler ça. De rapporter la réalité fidèlement, de mieux comprendre quand on donne une statistique, bien, peut-être que c'est entre autres présentement, là, on l'entend beaucoup avec le fameux vaccin du COVID qui fonctionne à 95 %, l'autre à 90 %. Mais peut-être que si c'est sur un échantillon de 10 personnes comparativement à un échantillon qui est beaucoup plus grand, mais la valeur de ce 90 %-là ou 94 peut être changée. C'est mon interprétation. Mais... Rappelez-vous, les étudiantes, rappelez-vous Infoman, ce qu'on avait vu sur Infoman qui ridiculisait finalement des échantillons qui sont pas assez sérieux et rigoureux. Donc, il y a cet élément-là, pourquoi on devrait intervenir. Éviter d'être induit en erreur ou aveuglé, bon, justement par les statistiques. De formuler convenablement des arguments. Souvent, les élèves ont de la difficulté, mais là, c'est en travaillant à partir de données, on peut plus facilement étayer nos arguments. Puis, finalement, de justifier leurs résultats à l'aide de données. Donc, ça provenait d'une recherche de Burns en 2000 que je vous ai mis en référence si jamais vous voulez aller lire tout ça.
En plus de ça, j'ai une autre, d'autres auteurs, dans le fond, qui ont parlé que le domaine de la statistique aussi semble offrir des opportunités de travail positifs avec les élèves à risque. Donc, nos élèves qu'on va voir en orthopédagogie, on le disait tantôt, souvent, les probabilités statistiques nous permettent facilement de manipuler, d'être dans l'action, puis de prendre des données du concret qui se rapprochent du vécu des élèves. Donc, ça peut être une très belle opportunité d'utiliser les probabilités statistiques pour aller retravailler sur certains autres domaines, entre autres la numération, les opérations, les nombres, pour les faire bien comprendre aux élèves. Donc, vous avez là, les auteurs qui ont parlé de ça. Fait que pour moi, c'était intéressant de vous amener ceci. Maintenant, comme je vous ai dit, probabilité statistique, vous comprenez que dans une école, ça ne prend pas une très grande place, dépendamment des intervenants qui sont dans les écoles. En orthopédagogie, moi, je vous dirais, depuis, j'ai travaillé 14 ans, c'est très rare qu'un enseignante est venu me voir pour me dire « Hey, mon élève, là, il a de la difficulté à faire des probabilités ou il y a de la difficulté avec des tableaux. » Ce n'est pas une référence qui va vous être donnée, mais des fois, en questionnant, peut-être que vous pourriez revenir sur certains éléments puis comprendre que, oh, peut-être que si certains préalables ou des préalables, oui, à ce qui est vu en statistique était bien placé, bien, peut-être qu'il y aurait moins de difficultés. Mais comme je vous dis, ce n'est pas là que vous allez avoir le plus grand nombre de références pour intervenir. Par contre, de façon générale, en mathématiques, quand on veut intervenir en orthopédagogie, je vous ai mis ici certains principes ou des incontournables selon moi, qui est la première, comme je vous disais, de revenir aux bases. Puis les bases, je vais vous les préciser là, dans les prochaines diapos, c'est sur ça qu'on va s'attarder. De considérer avec une aussi grande importance, j'en ai parlé un peu plus dans la première capsule, des erreurs, autant que des réussites. Comme c'est inscrit, hein, l'erreur peut découler d'une logique ou d'une conception qui est erronée. Puis quand on est capable d'aller la comprendre, bien, on peut plus facilement intervenir auprès de l'élève, puis lui souvent le mettre dans une situation pour qu'il soit en mesure de vivre, de comprendre en fait son erreur par lui-même dans les tâches qu'on aura choisies. Il y a M. Lyons qui parle, moi j'aime beaucoup cette expression-là, là, qui dit d'aller s'asseoir dans le cerveau de l'élève. Donc en mathématiques, si on est capable de faire ça, bien, de faire verbaliser les élèves puis de mieux comprendre ce qui se passe, c'est plus facile. Un autre indispensable ou incontournable, s'assurer de développer ou d'augmenter l'estime et la confiance des élèves dans leur capacité en mathématiques, en leur faisant vivre des réussites, puis en utilisant des tâches vraiment en lien avec le quotidien. Ça va les aider beaucoup. Favoriser les activités de manipulation. C'est certain, manipulation, par contre, ce n'est pas tout puis tout le temps, puis c'est pas tout. Il faut bien choisir notre matériel. Ça va être important de ne pas utiliser le matériel n'importe comment, mais aussi d'enseigner aux élèves un peu qu'est-ce qu'on peut faire et comment le faire. D'offrir un aspect ludique. Souvent, le jeu va venir dédramatiser certaines situations, mais il ne faut pas oublier, même si c'est ludique, de rester avec des éléments mathématiques, pas juste trouver un jeu pour un jeu. Puis finalement, de ne pas négliger l'importance de travailler. Je dis l'exercicisation, mais il faut quand même dans certaines tâches que les exercices deviennent de plus en plus automatisés pour si je me réfère, dans le fond, au référentiel d'intervention, on parle de flexibilité avec les flexibilité, puis je ne me souviens plus de l'autre terme, mais ça va revenir. Mais les exercices sont bons pour ça. C'est toujours plus payant, évidemment, quand ces exercices-là sont faits après qu'on ait travaillé le sens. Là. Donc, d'abord, on donne du sens et après ça, ben oui, on veut développer des automatismes. Définitivement. Puis, je vais vous proposer plus loin, en fait, une activité dans laquelle on peut définitivement développer le sens avant l'exercicisation.
Donc, comme je vous ai dit, les prochaines diapos, en fait, on va passer l'aspect, voyons, la base, là, la pensée logico-mathématique, puis je vous présente ici les fondements là, souvent on va utiliser. Et si vous remarquez, ces fondements-là moi je trouve, si vous avez étudié un peu les tâches de Piaget, il y a un peu de ça dans ça. Tout ce qui touche la conservation, la comparaison, la sériation, la classification, bien sûr le langage mathématique, puis on en a parlé un peu, les habiletés visuospatiales. Donc, je ne veux pas tout vous lire les définitions, sûrement que vous en avez déjà vu, mais on va passer à travers différentes activités que vous pourriez mettre en place pour travailler, par exemple, la conservation. Dans la conservation, on s'entend, là, il y a la conservation éventuellement du nombre, mais il y a des grandeurs, il y a des quantités, il y a un paquet d'éléments qu'on peut aller travailler, et ce, rapidement dès le préscolaire. Donc, si ces éléments-là ne sont pas en place, mais c'est certain que plus on va avancer dans les concepts mathématiques, plus ça va être difficile. Donc, il faut s'assurer, je ne vous dis pas qu'à chaque fois, vous allez devoir revenir à ces tâches-là, mais des fois, ça peut être intéressant. On parle autant conservation, comparaison, sériation, classification. Puis, il y a déjà des tâches dans ces tâches-là qui vont ressembler à ce qu'on va voir plus tard en probabilité et statistique. Donc, je vous laisse lire les définitions au complet pour prendre plus de temps pour parler des différentes activités. Donc, au niveau de la conservation… Marilyn, excuse-moi. Dans le fond, la rééducation, dans le fond, c'est qu'un élève qui serait en 4e année, par exemple, mais qu'on se rend compte qu'il n'y a pas comme la base complètement, mais on pourrait décider de le prendre à part puis de faire de la rééducation avec lui sur, par exemple, les exercices de conservation que tu vas nous présenter ici, c'est ça? Oui, exactement. Puis normalement, une rééducation, là, c'est, comme tu l'as mentionné, c'est avec un élève ou des fois 2 maximum. Parce que sinon, là, on va être plus dans la rémédiation, là, où on a plus d'élèves ou dans du compensatoire. Donc, en orthopédagogie, si on parle de rééducation, on va être vraiment du 1 pour 1 ou 2 élèves là, pour travailler ça. Donc, puis on va revenir sur les bases. Donc, vous voyez, j'ai mis un schéma avec certaines expériences que vous avez peut-être déjà eu à faire dans certains cours où on fait comparer l'élève si je remplis des verres, un plus grand, plus étroit, un plus petit, avec la même quantité, puis on demande à l'enfant lequel en a le plus. Puis là, on lui fait réaliser éventuellement que les deux ont la même quantité. C'est un peu le type de tâche qu'on peut faire. Par contre, on peut travailler ça avec les centicubes, là, des petits cubes unités, où on les fait placer, un peu comme tantôt j'expliquais, là, certains très rapprochés, d'autres plus espacés, pour voir est-ce qu'ils comprennent qu'il y en a la même quantité, même si ils sont placés différemment. On peut le faire avec de la pâte à modeler. Si je prends une boule de pâte à modeler puis je l'aplatis, est-ce que j'ai quand même la même quantité de pâte à modeler. Donc, de les amener à voir que je n'en ai pas ajouté, je n'ai pas enlevé, c'est vraiment la même, c'est juste qu'elle est répartie d'une façon différente. Fait que facilement, vous pouvez voir tranquillement tous ces éléments-là de base. Mais si je comprends ça, il y a des éléments qui vont me servir dans d'autres champs mathématiques plus loin, plus tard. Si je répartis, si je divise, donc on va aller vers d'autres éléments. L'activité des verres d'eau, ça j'en ai parlé. Bouteille d'eau, même chose, là, d'en mettre une debout à l'horizontale, est-ce que c'est la même quantité? Juste pour qu'ils comprennent. Donc, avec des éléments du concret, du quotidien, certaines choses qui peuvent être faites. Là. Donc, il y a différentes tâches que vous pouvez aller voir. Et ce que je veux plus, c'est les pistes dans ça, c'est de commenter. C'est vous, comme orthopédagogue, vous allez commenter la situation. Est-ce que c'est égal? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est autant? On va amener le vocabulaire aussi, puis on va amener l'élève à verbaliser ce qu'il observe. Donc, on va avoir accès à son raisonnement de cette façon-là. Donc, démontrer, comme je l'ai dit, avec la verbalisation, si on a ajouté, enlevé, mis plus ou moins. On peut utiliser une balance aussi pour qu'il valide cette information-là. Donc, c'est toutes des façons d'aller travailler pour que l'élève s'assure de bien comprendre. Puis ça, je pense tantôt, Mathieu, il l'a ramené, c'est important, le sens de la compréhension des choses.
puis ce n'est pas juste de refaire une activité 50 fois qui fait qu'on va l'avoir compris. Donc, peut-être qu'on va avoir appliqué une procédure qui fait qu'on va réussir, mais ce n'est pas gage de compréhension. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est des petites pistes. Puis, j'allais dire, j'aurais peut-être la chance, en tout cas, si vous avez des questions en lien avec tout ce que je vais vous présenter, vous pourrez les noter, puis je pourrais, si jamais il y en a, répondre ou vous amener d'autres pistes de précision face à tout ça. Fait que n'hésitez pas à les noter à travers la présentation. La deuxième activité, c'est une activité de comparaison. Ça, vous avez sûrement vu les enfants faire ça beaucoup au préscolaire, là, de classer, de comparer, est-ce que c'est plus grand, plus petit. Donc, ça peut être les élèves de la classe eux-mêmes qu'on demande de placer en ordre de grandeur, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Ça pourrait être avec les réglettes cuisonnaires que vous voyez, là, le matériel qui est ici, de les faire placer tout le temps en les comparant. On pourrait aller comparer pas juste la grandeur, mais la couleur, la forme est toute la même, mais on pourrait utiliser d'autres matériels comme les blocs mosaïques ou les logiblocs là, aussi, là, qui sont différentes formes, différentes épaisseurs, grosseurs. On peut demander aux élèves dans le fond, de les comparer les uns aux autres. Puis cette comparaison-là, on va la réutiliser dans un autre type d'activité qui va être la sériation. Donc, ici, j'ai une activité de notes de musique. Là, ça venait d'une activité où on avait des petites notes, des plus grosses notes, des moins grosses notes. Puis la comparaison aussi peut être intéressante. Par exemple, si je prenais le chiffre 3, puis j'avais un gros 3, puis un petit 4. Puis là, je pourrais demander aux élèves de les comparer, mais là, de dire puis là, on peut s'amuser là, dans le sens où, oui, la grosseur, je le compare en grosseur, le 3 est plus grand, mais dans la valeur, le 4 est plus grand. Donc, vous pourriez amener les élèves à réfléchir sur des éléments de cet ordre-là, que la grosseur, la façon dont il est écrit, n'a aucun lien avec sa valeur, puis tranquillement travailler aussi sur les valeurs des nombres, en tout cas. Ça pourrait La être... distinction finalement entre le chiffre qui est le symbole, l'écriture, Ouais. et le nombre, en fait, où on s'intéresse plus à sa valeur. Là. Vous vous rappelez, chers étudiantes, que j'ai insisté là-dessus quelquefois. Dans le fond, on peut aller aussi comparer d'autres éléments. Ce n'est pas juste la couleur, la grandeur, la grosseur, ça peut être aussi au toucher, c'est doux, c'est rude. L'idée avec les morceaux de tissu ici, c'est aussi d'aller voir cet aspect-là. Des fois, ça va être aussi c'est ça, dans d'autres, avec un autre type de matériel là, que je parlais, les espèces de blocs logiques là, qui sont des triangles, des cercles, des rectangles, des carrés. Puis là, il y en a des jaunes, des rouges, des bleus. Puis il y en a qui sont petits, plus gros, d'autres sont minces et épais. Donc, on pourra aller tout travailler ces comparaisons-là pour amener les élèves aussi à comparer plus loin. Donc, comme tout à l'heure, dans les pistes de réutilisation, ici, utiliser le terme à terme, c'est avec les notes de musique. Là, ben, toi, tu as une note, moi, j'en ai une. On va comparer le nombre qu'on a. Ben, on en a autant. Tu en as plus que moi. C'est vraiment juste de partager avec l'élève, là, puis de travailler le vocabulaire autant, plus que, moins que, qui est souvent plus difficile avec certains élèves. Poursuivre l'exercice en réduisant graduellement les différences visuelles aussi pour que les élèves, ça soit pas plus difficile, mais pour les faire chercher davantage un peu les comparaisons possibles. Donc, c'est pas tout le temps évident. Puis là, on va développer encore là leur raisonnement, à quoi ça ressemble. Ça pourrait être avec plein de choses, des images où vous pourriez demander qu'est-ce qui se ressemble dans ça. Donc, ça pourrait faire travailler un paquet de choses. Dans le fond aussi, pour travailler ce qu'on veut voir, là, ça pourrait être d'écrire pour éventuellement aller faire de la sériation. Qu'est-ce qui est long, qu'est-ce qui est mince, qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui est petit. On l'écrit sur des bouts de papier pour qu'on essaie de les faire associer des objets qui sont longs, minces, doux par rapport à d'autres. Donc, c'est une autre façon d'intervenir.
Des activités, j'en ai parlé déjà un peu de sériation. La sériation, c'est vraiment d'ordonner les choses de différentes façons, là, du plus petit au plus grand. Donc, s'ils ont comparé, ils savent qu'est-ce qui est plus petit, qu'est-ce qui est plus grand, on va arriver là. Fait que vous comprenez que ils ont de la difficulté à comparer, d'aller sérier des choses, ça va être plus difficile. Là, ici, carottes et lapins, là, c'est qu'on associe, c'est des carottes de différentes grosseurs avec des lapins de différentes grosseurs. Puis ce qu'on demande aux élèves, c'est d'apparier les lapins et les carottes selon les bonnes grosseurs. C'est un peu ça, là, de voir lesquels vont bien avec. C'est une petite activité, mais vous pourriez faire ça avec n'importe quel autre animal avec sa nourriture ou n'importe quel autre objet. Les suites d'objets, moi, je vois les petites. On peut les placer de différentes façons. Puis on peut jouer avec ça, les faire placer du matériel, placer leur étui à crayon, peu importe. Faire des suites logiques. Je sais qu'au Presco, ils en font beaucoup. Là, ils enfilent des macaronis, ils enfilent des scies. Ils font beaucoup de ce genre de suite là, avec. On peut nommer des choses. Puis bien sûr, on veut travailler en mathématiques, donc des suites de nombres et de se promener dans les différents nombres qu'on va avoir à travailler pour que ça devienne plus facile de les classer selon ce qui est demandé. Donc, comme tout à l'heure, dans notre rééducation, faire saisir l'importance de mettre nos éléments, de les organiser quand on place des choses. Souvent, les élèves en difficulté vont placer tout un peu pêle-mêle. On peut leur aider en leur disant de le placer un peu comme la lecture de gauche à droite ou de haut en bas, mais que ça reste tout le temps une façon plus simple pour eux de repérer puis de visuellement voir pour observer, dans le fond, les différences qu'ils vont voir. Ici, même chose, on revient avec la verbalisation plus grand que, plus grand, plus grand. Oups, on s'est trompé, lui est plus petit. Donc, il faut refaire. Puis, j'ai souvenir de gens qui intervenaient des fois pour montrer aux élèves comment verbaliser. Ils disaient, écoute, j'ai un ami qui l'a fait où il prenait une marionnette et c'est la marionnette qui verbalisait. Puis après ça, il demandait à l'élève de prendre la marionnette et de la faire verbaliser. Comme ça, l'élève était des fois, c'était plus ludique. Puis l'élève, en faisant parler la marionnette, c'était plus facile pour lui de verbaliser, dans le fond, ce qu'il faisait. Ou pour faire observer une erreur, pour pas que ce soit l'enseignant tout le temps. Donc, c'était la petite marionnette qui allait faire verbaliser. Puis, on va les amener tranquillement dans la sériation à observer des régularités. Parce que tous les nombres, il y a une certaine régularité. Puis, si on développe ce langage-là avec les élèves, on va pouvoir passer d'un début, exemple, comme vous voyez, c'est jaune, rouge, bleu, la suite va être jaune, rouge, bleu. Puis éventuellement, ça ne sera plus des couleurs ou des objets, ça sera les nombres, c'est des intervalles de 4, donc de plus 4 ou c'est fois 2 ou moins 12. On voit ça plus tard. Fait que même si c'est des tâches au départ simples, on va passer de quelque chose de très concret pour les amener vers le symbolique tranquillement dans nos interventions. Puis la classification qui, moi, je voyais déjà beaucoup un lien avec, voyons, les statistiques, le classement de données, l'information, les tableaux, la lecture de tableaux. Donc, déjà jeune, on peut faire des activités, dans le fond, où on va justement, ça, c'est les blocs logiques que je parlais tout à l'heure. Donc, de demander de former des ensembles, des catégories. Là, on peut travailler, bon, il y a d'autres informations là, face aux ensembles, comment les placer, mais on pourrait aussi demander aux élèves d'aller placer le carré, le rectangle bleu, le cercle bleu pour qu'ils viennent, dans le fond, classer l'information des objets qu'ils auront. On peut utiliser des cartes à jouer. Il y a différents jeux qu'on peut utiliser pour classer ce qu'il y en a qui sont pareils, pas pareils. Des mots, on pourrait aller même jusqu'à prendre des mots pour travailler l'idée de classer. Les blocs logiques, j'en ai parlé. Les tableaux ici, comme vous voyez, à double entrée. Donc,
d'aider les élèves à à classer les éléments selon où on les retrouve. Puis, ça va venir les aider aussi quand on apprend, il faut classer nos choses, nos informations qu'on apprend. Donc, ah oui, ben, la mathématique, c'est à cet endroit. Puis, comment je retrouve cette information-là, bien, plus on est capable de les aider à faire des catégories. Ensuite, c'est plus facile pour les élèves de retourner dans ces catégories-là pour dire, ah oui, j'ai vu ça dans, exemple en français, quand on faisait telle activité. Donc, de trouver des classes ou des catégories, ça aide les élèves dans plusieurs sphères en plus des mathématiques. Donc, comme j'ai fait pour les autres, des petites pistes de rééducation, trouver des noms pour justement nos ensembles. C'est les triangles bleus, ou c'est les triangles tout court. L'autre, c'est les cercles. L'autre, ça va être les petits cercles. Mais de les aider. Puis je me souviens d'une des capsules, en tout cas, où il y avait un tableau, puis on disait qu'il fallait donner, c'est à la fin, dans l'évaluation, là, il y a un tableau qui n'avait pas le bon nom. En lien avec ce que le tableau représentait. Mais si on a déjà travaillé en amont à trouver des bons noms pour ce que les choses représentent, bien, ça pourrait se traduire plus loin, plus tard dans l'utilisation que les élèves vont faire de trouver des noms pour représenter soit des ensembles ou des tableaux de données un peu plus tard. Bénéficier de plusieurs démonstrations et n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, à le faire de différentes façons, pas tout le temps la même méthode, toujours très statique, puis de prendre au bon aussi les élèves qui le font d'une façon différente, puis qui arrivent au résultat attendu pour le faire partager puis expliquer comment il est arrivé à ce résultat-là. Puis reprendre des exercices qu'on a pu simplifier, des fois en réduisant le nombre d'éléments classés ou en augmentant si ça devient plus facile. Si je ne me trompe pas. Okay. Donc, on va s'arrêter ici, puis on revient après la pause avec beaucoup de matériel, en fait. Merci encore, Marie-Glenn. Merci.